Échec diplomatique de Donald Trump sur la guerre en Ukraine qu'il avait promis de régler en 24 heures. Même inefficacité apparemment sur la guerre à Gaza. Le président américain multiplie les annonces optimistes, mais pour l'instant aucune trêve en vue. Et pendant ce temps, l'offensive israélienne se poursuit dans l'enclave, non seulement dans l'enclave, mais aussi en Cisjordanie. Pour revenir à Gaza, l'aide humanitaire n'y arrive toujours qu'au compte-gouttes et le futur de l'enclave dans un après-guerre très hypothétique reste plus qu'incertain. Négociations ou contre-feu, question posée ce matin à mes invités, Adel Bakawan, Gauthier Rybinski et David Rigoulet-Rose. Bonjour messieurs, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est parlons-en et c'est parti. Bonjour Adel Bakawan, et bienvenue sur ce plateau. Merci de participer à cette discussion ce matin. Vous êtes le directeur du European Institute for Studies on the Middle East and North Africa et auteur de La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire, qui est sorti chez Talendier. Gauthier Rybinski, vous êtes ici chez vous, chroniqueur international à France 24. Merci beaucoup d'être là ce matin. Et David Rigoulet-Rose à distance. Bonjour David, merci d'être là également. Vous êtes bien sûr spécialiste de cette région du monde et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique au pluriel. Ces dernières heures, Donald Trump, entre deux salves à l'encontre de Vladimir Poutine, a dit espérer que la question de Gaza soit, je cite, réglée la semaine prochaine. Chacun appréciera l'expression. Ce n'est pas la seule déclaration de la sorte du président américain depuis la visite de Benyamin Netanyahou à Washington la semaine dernière. Mais voilà, une fois de plus, les faits sont têtus. Et ce que disent les négociateurs sur le terrain est bien loin de l'optimisme affiché par le chef de la Maison-Blanche. D'abord, le récit des derniers éléments en images avec Ludovic de Foucault et on en reparle juste après. Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, lundi. Pour ceux qui ont perdu des proches dans des bombardements israéliens, l'idée même d'un cessez-le-feu est inenvisageable. Il n'y a aucune trêve entre nous et eux, et chaque goutte de sang se transformera en une vengeance qui ne s'oubliera pas et ne s'éteindra pas avec le temps, ni avec les déplacements, ni avec la mort. Nous sommes présents et notre vengeance ne sera pas offerte uniquement aux martyrs, mais à chaque goutte de sang d'un enfant, d'un martyr ou d'un opprimé. Et pourtant, les négociations continuent et pourtant, Donald Trump répète qu'un accord est proche. À propos de Gaza, nous discutons et nous espérons que nous parviendrons à régler ce problème la semaine prochaine. On verra ce qui se passe. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement d'enrayer ces négociations lancées le 6 juillet à Doha par l'intermédiaire du Qatar, des États-Unis et de l'Égypte en vue d'une trêve de 60 jours associée à une libération des otages israéliens retenus à Gaza. Sur quoi butent les discussions? Selon un responsable cité par l'AFP, sur les plans de redéploiement proposés des forces israéliennes à l'intérieur de Gaza. Autrement dit, sur le maintien par Israël d'une présence militaire à l'intérieur de l'enclave, même si cette présence ne s'étendait que sur une portion du territoire. Le Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007, a toujours rejeté cette éventualité en réclamant des garanties sur le caractère permanent d'un cessez-le-feu et le retrait israélien. Refus catégorique de Benjamin Netanyahou qui rappelle que ses objectifs de guerre ne changent pas, libérer tous les otages, désarmer le Hamas et le chasser de Gaza. Voilà pour l'équation. La première question, elle est pour vous, David Rigoulet-Rose, sans mauvais jeu de mots. Ça fait 1 an et demi qu'on bute sur les buts de guerre israéliens. Oui, on retrouve les mêmes paramètres qui sont des hypothèques qui n'arrivent pas à être levées. Effectivement, c'est la question qui est la demande de la part du Hamas d'un retrait complet des troupes israéliennes. Et notamment, il y a des points de fixation, notamment sur les corridors. Celui de Morag, qui est à proximité de Khan Younes, au sud, sans parler évidemment de l'axe de Philadelphie et du corridor de Netzarim. Mais donc c'est l'idée du côté israélien qu'il n'y aura pas de retrait total complet. Or c'est une demande récurrente évidemment du Hamas, avec l'idée d'un cessez-le-feu pérenne. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable notamment pour certains membres de la coalition ministre d'extrême droite. Et puis du côté du Hamas, il y a aussi des lignes rouges. Effectivement, c'est l'idée de pouvoir maintenir sa présence, de reprendre la main sur l'aide humanitaire. Et donc on voit que en fait il y a les lignes rouges butent les unes sur les autres, elles n'ont pas changé fondamentalement, même s'il y a eu des ajustements, et c'est ce qui explique la difficulté aujourd'hui de Donald Trump.
À partir du moment, Adel Bakawan, où c'est une ligne rouge pour les autorités israéliennes que de maintenir une présence militaire quelle qu'elle soit sur la bande de Gaza, et que c'est une ligne rouge du Hamas de refuser de voir cette présence militaire israélienne, sans parler, comme le disait David à l'instant, de la pérennité d'un cessez-le-feu, qu'est-ce qu'on peut réellement, concrètement espérer obtenir comme accord? Écoutez, l'élément le plus important, c'est Donald Trump. Donald Trump, il se réveille et il se voit confronté à des réalités ultra complexes. Ce n'est pas parce qu'il est le président des États-Unis d'Amérique, la première puissance au monde, on claque les doigts et on règle toutes les guerres qui ont été élaborées dans des réalités sociales, politiques, militaires, sécuritaires, historiques, confessionnelles, religieuses, etc. Et ce n'est pas parce que le président des États-Unis d'Amérique souhaite la réalité change automatiquement. Donc là, il est en train de se réveiller que la Riviera du Moyen-Orient, la Côte d'Azur, la déportation de 2 300 000 Palestiniens, l'enfer abattra sur Gaza avec je ne sais pas, des forces spéciales américaines, et tout ça, c'est derrière nous. Non seulement c'est derrière nous, mais aussi une grande organisation qualifié comme terroriste, n'est-ce pas? Le Hamas devient un interlocuteur avec qui on discute directement, les États-Unis d'Amérique et le Hamas. Donc, il faut contextualiser les choses. Et maintenant, les États-Unis d'Amérique, Donald Trump en premier, comprennent tous ensemble qu'il y a deux paradigmes à 180 degrés opposés. Vous avez un premier ministre israélien qui réclame le désarmement total du Hamas, mais aussi l'exil de ses cadres dirigeants. Et l'abandon de la gouvernance de la bande de Gaza de la part du Hamas. Hamas nous dit « Ok, je vais abandonner la gouvernance de la bande de Gaza, mais je n'abandonnerai pas mes armes. Mais je resterai en tant que mouvement militaro-politique dans la bande de Gaza. » Ce qui pose un grand problème non seulement à Israël, mais aussi à l'ensemble des pays arabes, comme l'Arabie saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie. Si on se projette dans le lendemain, est-ce qu'avec un Hamas qui est militarisé, qui garde ses armes, il y aura une gouvernance est possible? Bien sûr que non. Et ensuite, vous avez l'armée israélienne qui refuse, le gouvernement israélien qui refuse catégoriquement de se retirer de la bande de Gaza. Non seulement se retire, mais aussi on parle d'une ville humanitaire. On va y revenir, bien sûr. Voilà, exactement. Et ensuite, à ce jour-là, le gouvernement israélien souhaite garder la main lourde sur 40% du territoire de la bande de Gaza. Alors, dans ce contexte-là, personnellement, je ne suis pas totalement pessimiste. Je pense qu'il y a des facteurs très, très importants qui encouragent arriver à cette trêve-là. Mais ces facteurs-là ne peuvent pas, s'il n'y a pas des acteurs très, très puissants qui mettent la pression à la fois sur le Hamas et sur Benjamin Netanyahu. Et ces acteurs-là sont bien évidemment les États-Unis d'Amérique pour le gouvernement israélien et les pays du Golfe pour le Hamas. Et pourquoi les pays du Golfe? Après, je m'arrête directement parce que tout simplement, depuis la défaite de la République islamique, la défaite relative de la République islamique d'Iran et la défaite relative de l'axe de la résistance, Hamas, il se réarabise, c'est-à-dire il revient vers les pays arabes, et les pays arabes, là, ils ont une bonne occasion pour mettre la pression sur le Hamas. Gauthier, on va revenir bien sûr sur ce que vous venez de dire à l'instant, mais sur ces positions parfaitement antagonistes sur la question de l'occupation militaire partielle de Gaza. J'ai perdu le fil de ce que je voulais vous poser comme question, mais voilà, il y a quelque chose, voilà, c'est ça que je voulais dire. On imagine possible, à peu près réaliste, une trêve effectivement de quelques semaines avec la possibilité pour Israël de récupérer la 50aine d'otages morts ou vivants, ou en tout cas une partie qui sont toujours aux mains des groupes armés dans l'enclave. Mais et ça fait 1 an et demi, et malheureusement, qu'on se pose la même question. Mais après une trêve, quoi? Oui, c'est ça la chose cynique, c'est qu'on peut très bien se donner rendez-vous pour se dire, eh bien, dans 60 jours, on remet la mitraille. Et vous voyez, à travers tout ce qui vient d'être dit par vos invités, il y a une chose qui manque, mais ce n'est pas eux qui manquent ce détail. Ce détail, c'est une grosse partie du problème, mais c'est que la question palestinienne, dans son sens politique, en est absente. Et parce que, précisément, il y a d'un côté un
gouvernement, celui de Netanyahou, qui voudrait la faire disparaître, et de l'autre, il faut bien se rendre compte que la mainmise dont vous parliez du Hamas sur l'aide humanitaire, c'est aussi une forme d'étouffement. Les Gazaouis subissent, ou subissaient, il faut voir comment ça sera par la suite, mais un double blocus, celui d'Israël et celui du Hamas sur le plan politique, culturel, etc. Et donc, la question, c'est que personne, parmi les protagonistes dont on vient de parler, personne ne se préoccupe de cela, si ce n'est pour certains de vouloir enterrer totalement la question palestinienne, et pour d'autres, pour certains pays arabes, pas tous, mais pour certains pays arabes, de voir comment il est encore possible de jouer, d'utiliser cette cause par rapport à une opinion interne qui est, elle, sincèrement mobilisée. Mais vous savez très bien que dans le passé, un certain nombre de pays arabes ont joué de cette cause palestinienne parce que c'était comme une vanne qu'on pouvait ouvrir par rapport aux frustrations de la population. On va essayer de parler d'autre chose. Oui. Et voilà. David Rigouleros, je voulais vous faire rebondir sur ce que disait Adel Bakawan à l'instant sur la réarabisation du Hamas provoquée par la défaite relative de la République islamique d'Iran après la guerre provoquée par Israël et soutenue par les États-Unis. Vous en pensez quoi ? Oui, alors, de la part du Hamas, il y a une part d'affichage. C'est effectivement pour se dédouaner des stigmates du maximalisme qui a été la position du mouvement depuis le début. C'est une manière aussi d'intégrer, comme le disait Adel Bakawan, d'intégrer la fragilisation de sa situation, surtout après les frappes israélo-américaines sur l'Iran, qui est censé être le sponsor de l'axe de la dite résistance à Israël. Et aujourd'hui, le Hamas est seul, d'une certaine manière. Donc, il est obligé d'intégrer dans l'équation de sa survie cet élément fondamental. C'est un moyen de pression qui existe, justement, y compris de la part de l'administration américaine, qui a aussi un moyen de pression sur le gouvernement israélien, puisque le Premier ministre essaie de négocier avec ses deux ministres d'extrême droite, justement, l'idée d'un cessez-le-feu qui n'hypothéquerait pas une reprise des combats à terme des 60 jours, comme disait Gauthier Rabinski. Ce serait de toute façon pour Donald Trump un mini-succès. C'est là-dessus qu'il parie dans l'immédiat. Il veut absolument proposer ça à son opinion publique. Il veut qu'il y ait un succès et ça passerait d'abord par un cessez-le-feu à défaut de régler définitivement le problème. On comprend que là, on est dans l'heure de l'affichage. David Rigouleros, avant de repasser la parole en plateau, très concrètement, pour que les gens qui nous regardent comprennent bien, est-ce que ces dernières semaines, il y a eu, et côté du Hamas et côté israélien, des infléchissements sur ce qui était des lignes rouges infranchissables? Est-ce que quand même, il y a des éléments qui ont été mis sur la table qui pourraient permettre, en tout cas dans le court terme, de s'entendre? Pourrait permettre un cessez-le-feu temporaire, pas un cessez-le-feu pérenne, mais oui, il y a eu des ajustements de part et d'autre, d'ailleurs qui ont donné lieu à de part et d'autre à des tensions très fortes au sein de la direction du directoire du Hamas, puisqu'il y a un directeur collégial de 5 membres qui sont très partagés. Et pour l'instant, c'est Khalil Alaya, le principal négociateur, qui a impartiellement la main et qui essaie de donner des gages aux Américains, mais il n'est pas forcément sur la ligne de tous les autres dirigeants. Et puis du côté israélien, il y a effectivement la menace de Itamar Ben-Gvir de sortir à nouveau du gouvernement en cas de cessez-le-feu, ce qui n'est pas forcément la position de Bezalel Smotrich. Et il s'agit de faire comprendre à ces deux ministres que le Premier ministre a une dette vis-à-vis de Donald Trump. Donc il y a des ajustements qui ne sont pas purement de détail, mais qui ne sont pas pour l'instant encore suffisants pour finaliser un cessez-le-feu effectif. C'est intéressant, Adel Bakawan, parce qu'il y a là deux entités de pouvoir qui sont bien sûr tout à fait différentes, mais qui sont eux-mêmes contraints par des désaccords internes très forts. Oui, mais pour rebondir par rapport à votre question, c'est très important parce qu'en fait, à la fois, le Hamas a besoin de cette trêve, mais aussi Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu a besoin de cette trêve pour 3 raisons. D'abord, pour satisfaire Donald Trump, et ensuite, pour libérer les otages. Et après, tous les jours, on voit, même si le Hamas est fortement fragilisé, tous les jours, on voit, il y a des kamikazes, il y a des bombes qui explosent, il y a des morts au sein de l'armée israélienne. Pour trois raisons-là, Benjamin Netanyahu, donc il y a des facteurs qui pourraient
participé à motiver Benjamin Netanyahou pour signer cette trêve, mais de la part du Hamas aussi. Le Hamas, socialement, dans sa base sociale à Gaza, fortement contesté. Il y a des mouvements de contestation tous les jours, n'est-ce pas? Numéro 1, numéro 2, le Hamas militaire est à 80% détruit. Et ensuite, comme Gauthier disait, le Hamas n'a jamais été aussi seul au monde, très très seul, ni le Hezbollah, ni les milices irakiennes, ni les Houthis, ni le régime Assad. Là, il est très très seul et il se retourne vers le monde arabe, un monde arabe avec qui il était en rupture totale. Donc il a tout à reconstruire. Et ensuite, le Hamas a besoin d'une nouvelle souffle, il a besoin de se réorganiser. Pour toutes ces raisons-là, la signature de cette trêve est tout à fait possible. Et pourtant, les désaccords sont tellement profonds. Les attentes des deux côtés sont tellement profondes. Ça rend les choses très, très, très complexes, mais pas impossibles. Mais est-ce que, précisément, l'une des raisons du problème, Gauthier, enfin, l'une des raisons, le problème, on le sait bien sûr, est multiple, c'est qu'ils ont tous les deux intérêt, et le Hamas et Netanyahou, à signer cette trêve, mais pas nécessairement intérêt à arrêter la guerre. Exactement. Là, par exemple, pour le Hamas... De leur point de vue, bien sûr. Oui, pour le Hamas, et aussi, d'une certaine manière, pour Netanyahou, se pose la question de la légitimité. Le Hamas, qui existe encore politiquement, est en train de prouver sa légitimité, enfin pense pouvoir la prouver. C'est-à-dire que ce qui est insupportable pour un Netanyahou, c'est quand Trump dit « nous avons parlé avec le Hamas » et le Hamas semble être d'accord. Vous vous rendez compte, pour un Netanyahou qui a juré d'éradiquer le Hamas, on lui dit « ils existent encore ». Un Trump qui a d'ailleurs négocié directement avec eux pour faire libérer un otage. Non seulement ils existent encore, mais en plus ils étudient la question et puis ils disent « bon voilà, on va rendre notre jugement ». Mais c'est insupportable. Et ce que disait... notre ami est intéressant aussi par rapport à Netanyahou. Il y a effectivement cette question des otages qui lui a été reprochée parce qu'on a quand même le sentiment que là aussi en Israël, on a changé de paradigme. Autrefois, la vie d'un Israélien, qu'il soit soldat ou non, rappelez-vous Gilad Shalit, échangé contre 1000 Palestiniens. Je voyais il y a encore quelques années dans les rues à Tel Aviv, vous aviez des affiches qui parlaient de Ron Arad, qui était un aviateur israélien qui était perdu depuis une trentaine d'années, et on disait encore il faut retrouver la trace de Ron Arad, vous savoir ce qu'il est devenu. Et là, vous avez des gens comme Ben-Gvir ou Smotrich qui ont dit attendez, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est l'État, c'est Israël, c'est ce qu'on veut faire de Gaza. Et là, s'il y a une contestation, elle est venue de là. Et donc, pour Netanyahou, cette pause est aussi utile. Mais ce qu'il y a, si elle arrive, bien sûr, mais ce qu'il y a d'effarant, si vous voulez, c'est qu'il y a une entente, justement, pour une pause, et une entente ensuite, et ça, c'est à la fois Netanyahou et le Hamas qui sont des alliés, pour le coup, objectifs, qui consiste à dire, nous n'avons aucun intérêt à ne plus être en conflit. Ça, c'est une donnée qui, si vous voulez, d'un mot, qui supposerait, pour qu'on puisse avancer, qu'il y ait un plafond qui craque et que les personnels politiques, aussi bien israéliens que palestiniens, soient renouvelés. Parce que là, on est dans la quadrature du cercle avec des logiciels, comme on dit, qui sont fermés. Singulièrement, je vous donne la parole dans un instant à Adel Bakawan, singulièrement David Rigoulet-Rose, la question des otages. Donc je le rappelle, une cinquantaine d'otages encore morts ou vivants, encore aux mains des groupes armés dans la bande de Gaza. 50 otages. Elle n'a pas fait craquer, elle n'a pas permis... elle n'a pas fait exploser ce gouvernement israélien, en dépit de la mobilisation massive. C'est assez singulier, ça, en quasiment 20 mois. Elle n'a pas fait exploser, mais enfin, les tensions sont quand même extrêmement fortes dans la société israélienne, qui reproche clairement à Benjamin Netanyahou de ne pas avoir rempli les 2 buts de guerre proclamés depuis le départ, à savoir la disparition du Hamas. On vient de dire à quel point ce n'était pas le cas, justement puisqu'il constitue un interlocuteur de facto, et puis la libération des otages, d'ailleurs avec effectivement de la part de la position de certains ministres d'extrême droite, l'idée de prioriser sur les otages l'objectif premier de l'éradication du Hamas. Donc c'est quand même un élément central, ça, on va dire, ça embolise toute la société israélienne, et ça, c'est un passif pour le Premier ministre, il aura des comptes à rendre là-dessus. Mais il tient pour l'instant. Oui, il tient, mais sa coalition a failli tomber il y a quelques semaines.
elle tenait qu'à un fil, c'était sur la question de l'intégration des ultra-orthodoxes dans l'armée. Il se trouve qu'il aurait négocié effectivement au dernier moment pour le maintien de sa coalition, mais on voit que sur la question du cessez-le-feu, elle peut à nouveau être mise en cause avec la sortie d'Itamar Ben-Gvir. Donc les fractures sont des deux côtés en réalité, hein, du côté du Hamas et du côté du gouvernement. Et effectivement, comme le disait Gauthier Rominski, il y a une convergence pour un cessez-le-feu temporaire, auquel les deux parties auraient intérêt momentanément, et une convergence objective pour la poursuite des combats ultérieurement. C'est effectivement l'impasse stratégique qui est à l'œuvre aujourd'hui. Sur la question humanitaire, parce que pendant qu'on négocie à Doha et que pour l'instant donc ça ne donne rien, on le disait, Adel Bakawan, il y a le gouvernement israélien est à la manœuvre dans la bande de Gaza, donc on rappelle qu'il est sous blocus quasi total depuis le début du mois de mars maintenant. Cette fondation plus que controversée, dite Fondation humanitaire pour Gaza, dont les distributions, je les mets entre guillemets, sont émaillées chaque jour de dizaines de morts palestiniens. Il y a, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce projet, alors on parle plus de Riviera de Gaza, maintenant on parle d'une ville humanitaire, je le mets entre guillemets à nouveau, autour de Rafah, où 2 millions de personnes, de Palestiniens seraient déplacés. Qu'est-ce que ça alimente, ça, dans la discussion ça alimente, c'est exactement ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, à la fois le Hamas et le gouvernement israélien n'ont aucune perspective sur le long terme. Et on est dans la gestion du chaos des deux côtés. Hein. Il n'y en a pas, ou on ne veut pas entendre quelle est la perspective israélienne? Bien évidemment, il y a des perspectives, mais ni le Hamas, ni le gouvernement israélien, Benjamin Netanyahu, ils n'adoptent pas ces perspectives. Ils ne veulent pas ils veulent pas aborder ces questions fondamentale qui pourrait régler le problème. Aujourd'hui, on n'est pas dans la régulation définitive de cette conflictualité. Tout simplement, on est dans la gestion quotidienne de ce qu'on appelle ici et maintenant. Personne propose un projet pour le lendemain. Personne se pose la question pourquoi le 7 octobre est passé par là. Personne se pose la question pourquoi la bande de Gaza est détruite. Personne se pose la question comment sortir de ce chaos-là. On est là à la fois du côté de Benjamin. Vous avez dit, mais Benjamin Netanyahu, tiens, il est encore là. Mais bien sûr, il est encore là. Il n'est pas Donald Trump, c'est un animal politique de 40-45 ans. Il est passé par des gouvernements et des gouvernements. Moi, j'étais un gamin lorsqu'il est devenu Premier ministre. Il sait parfaitement comment jouer avec les rapports de force, à la fois à Washington, mais aussi à Tel Aviv, mais aussi dans l'ensemble du Moyen-Orient. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement, à la perfection, le système de fonctionnement du champ politique. Donc oui, il sait comment parler avec l'extrême droite, mais aussi il sait comment parler avec les pays du Golfe. Il sait comment parler avec les Européens. Il sait comment parler avec un Donald Trump qui est totalement imprévisible. Donc oui, il tient. Mais par contre, ce qui ne nous tient pas, c'est cette catastrophe qui est en cours. Ce qui ne nous tient pas, c'est ce que vous avez absolument dit sur la création, la mise en place d'une ville humanitaire qualifiée, pas par moi, par l'ancien Premier ministre israélien Yaoud Almat comme le camp de concentration, n'est-ce pas? Mais bien évidemment, ni la Riviera, ni la Côte d'Azur, ni la déportation palestinienne, ce sont des scénarios impossibles. Là aussi, on est dans l'impossible. Pourquoi? Parce que personne ne pourra décider, même pas le Hamas, à la place du peuple de Gaza. Si les Gazaouis refusent du nord, du sud ou du centre entrer dans ce camp, dans cette ville humanitaire, bien évidemment, personne n'y sera. Bien évidemment, le scénario ne réussira pas. Et un dernier mot, malheureusement, même l'aide humanitaire aujourd'hui, à la fois de la part du Hamas, mais aussi et surtout de la part des Américains et des Israéliens, sont instrumentalisés et mis au service des buts politiques. Et c'est aujourd'hui, on n'a aucun doute que cette instrumentalisation demandée aux juristes est considérée comme crime contre l'humanité. Gauthier, et puis après je vous poserai la même question, David Rougoulérose, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de déni dans les analyses, les commentaires faits vis-à-vis précisément des plans israéliens pour Gaza? On peut reconnaître sans jugement aucun au Premier ministre israélien de faire ce qu'il dit.
Oui, on dit qu'il n'y a pas de projet, mais en réalité, lui, il en propose. Oui, mais alors vous savez, il y a des projets qui consistent à faire un pas et aller dans l'abîme. On peut dire qu'on fait ce qu'on dit. Non, vous voyez, là, en l'occurrence, ce qui me semble assez caractéristique chez Benyamin Netanyahou, c'est l'idée, et d'ailleurs il l'a toujours dit, il a dit qu'il ne voulait pas d'État palestinien parce que, dit-il, on ne peut pas faire confiance aux Arabes. Et d'une certaine façon... Et donc à partir de là, tout est dit. Oui. Et alors, là où c'est encore plus, j'allais dire, pervers, c'est que ce qu'il propose aux Israéliens, c'est de vivre, j'allais dire, éternellement avec l'arme au pied. C'est-à-dire que, pour lui, le génie israélien, le génie juif, ne peut s'incarner que dans l'adversité la plus dure, la plus absolue. Et que partant de là, il n'y a rien qui puisse inciter à faire la paix d'une manière ou d'une autre. C'est d'ailleurs pour ça, je pense aussi, que les solutions que lui préconise sont des solutions où justement il n'y aura pas, même s'il n'y a pas d'État palestinien, il n'y aura pas de séparation, il y aura toujours une forme de contact qui justifiera l'idée d'être l'arme au pied. Et c'est ça qui est terriblement pervers, parce que vous ne voyez pas comment, hormis... Alors je reviens là-dessus, peut-être que c'est une marotte, mais hormis en faisant émerger d'autres générations de personnel politique, comment on peut sortir de là? J'ajoute juste une chose sur justement les manifestants qui sont... très attentifs parce que concernés personnellement ou non par la question des otages. Je ne suis pas certain, comme on peut le dire parfois ici, que ce sont tous des opposants à Netanyahou. Ils reprochent à Netanyahou de ne pas être suffisamment attentif à la question des otages, mais ce ne sont pas forcément des gens qui remettent en cause la guerre et la destruction de Gaza. Même s'il y avait une convergence, pour le coup, entre des opposants à la réforme judiciaire portée par Netanyahou avant la guerre et les cortèges de manifestants qui réclament la libération de la cinquantaine d'otages encore aux mains des groupes armés. David Rigoulet-Rose, là-dessus, sur cette espèce de déni qu'il pourrait y avoir quand Benyamin Netanyahou dit clairement ce qu'il souhaite pour Gaza, sur l'occupation militaire, sur, je dis lui, mais son gouvernement au sens large dont on a évoqué les dissensions, sur ce projet de ville dite humanitaire à Rafah, sur le soutien qu'il apporte à ces distributions, encore une fois, entre guillemets, d'aide alimentaire aux Gazaouis. Oui, mais encore une fois, comme ça a été dit, c'est un animal politique. En fait, il arbitre au jour le jour. Il y a une constante, en revanche, ça c'est très clair, il ne veut pas d'un État palestinien. Et là où c'est un animal politique, c'est qu'il connaît sa population. Et le problème, c'est un des problèmes, c'est pas le seul, mais c'est un problème qui est non négligeable pour la perspective politique d'un jour d'après. C'est que l'essentiel de la population israélienne aujourd'hui, y compris de ceux qui sont des détracteurs déclarés du Premier ministre et de sa politique, et notamment des ministres de la politique favorisée par l'extrême droite, ne veulent pas d'un État palestinien aujourd'hui. C'est une idée qui n'est pas pensable après le 7 octobre. Et évidemment, il capitalise là-dessus, parce que ça lui permet d'avoir une marge de manœuvre qu'il n'aurait pas s'il y avait effectivement une opposition politique. Et on le voit par rapport au but de guerre, justement. Tous les Israéliens veulent la disparition du Hamas. Et donc, quand il annonce effectivement que son objectif, c'est celui-là, évidemment, il n'est pas désavoué. Il est sur la gestion des otages. Mais ce sont deux choses différentes. Et là, on retrouve les contradictions de la société israélienne et l'habileté politique, évidemment, du Premier ministre, qui permet de jouer sur les uns et sur les autres en fonction justement du moment. Sachant qu'on n'en a pas parlé encore, mais pendant que les yeux sont rivés sur Gaza, à la faveur ou à la défaveur de la pression médiatique, on ne regarde pas ce qui se passe dans l'autre entité palestinienne, la Cisjordanie, où depuis le 7 octobre 2023, qui a fait, on le rappelle, 1219 morts côté israélien, eh bien l'opération israélienne militaire en Cisjordanie a fait déplacer des dizaines de milliers de Palestiniens. On va écouter à ce propos ce qu'on disait il y a quelques minutes Claire Duhamel depuis Jérusalem. Oui, à Gaza, tout d'abord, il est difficile pour les Palestiniens de continuer à trouver les mots pour décrire ce qu'ils vivent au quotidien. Difficile aussi de retranscrire avec finesse ces mots, alors que la bande de Gaza, on le rappelle, est rendue totalement inaccessible de façon indépendante aux journalistes étrangers depuis le 7 octobre 2023. Mais on a bien ces images qui nous remontent du terrain tous les jours. Hier, par exemple, des images montrant une distribution humanitaire de la Gaza Humanitarian Foundation, cette organisation américaine au niveau
y voit des centaines de civils parqués, des tirs au-dessus d'eux, des chars israéliens au loin. Chaque jour, selon la défense civile palestinienne, il y a plusieurs dizaines de morts en marge de ces distributions d'aide humanitaire que désormais les Palestiniens appellent les Hunger Games, les jeux de la faim. Nos contacts sur place nous font aussi état de frappes aériennes d'une rare intensité depuis plusieurs jours. Et à mesure que l'espoir de l'imminence d'un cessez-le-feu s'enlise, les Palestiniens disent que chaque jour est plus difficile à vivre après plus de 650 jours de guerre. Et puis dans l'autre territoire palestinien, la Cisjordanie, les violences se font aussi de plus en plus récurrentes et de plus en plus fortes. Il y a eu le week-end dernier 2 Palestiniens tués, dont l'un d'eux qui avait aussi la nationalité américaine. Il avait 20 ans. Les funérailles de ces 2 hommes ont eu lieu hier dans le village de Masra al-Sharkiya. Des attaques aussi à répétition de colons radicalisés contre des communautés chrétiennes de Cisjordanie occupée, notamment le village de Taïbé. Alors, dans cette violence quotidienne, il y a pour les Palestiniens de Cisjordanie la crainte, depuis le 7 octobre 2023, d'un embrasement bien plus large encore. Vous savez, les 2 territoires palestiniens sont évidemment très liés, leurs destins sont très liés. Les Palestiniens de Cisjordanie voient ce qui se passe à Gaza, nous disent sur le terrain qu'ils sont extrêmement bouleversés, extrêmement choqués, évidemment, par les images de Gaza. Et faute d'horizon politique, faute de cap, il y a pour eux la crainte bien réelle de voir la situation se détériorer bien plus encore en Cisjordanie. Voilà, 2 territoires palestiniens dont les destins sont liés. Adel Bakawan, si trêve il y a demain à Gaza, avec toutes les incertitudes sur une après-trêve qu'on évoquait à l'instant, quid de la Cisjordanie ? C'est ça, vous calmez le jeu à Gaza, vous recommencez en Cisjordanie, vous calmez en Cisjordanie, vous recommencez à Gaza, tout ça parce que tout simplement, il n'y a pas de perspective, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est Israël, le gouvernement israélien joue avec le feu. Tous les jours, des colons qui débarquent, qui déportent, qui tuent, qui assassinent. Même un citoyen américain d'origine palestinienne a été tué en Cisjordanie. Et là, jusqu'à hier, on pourrait parler de Hamas, sunnites, musulmans, djihadistes, takfiristes, etc. On peut dire ça. Mais là, on attaque à des villages chrétiens, n'est-ce pas? Autrement dit, on ne fait plus la distinction. La société israélienne, comme ça vient d'être dit, même si on est dans la rue, bien évidemment, pour les otages, mais on sait très bien qu'il y a une bonne partie, pour ne pas dire une grande majorité, de la société israélienne soutient cette politique qui est en cours. Ce qui m'inquiète, moi, c'est cette majorité ou cette grande partie des catégories sociales très, très importantes qui soutient cette politique. Or, cette politique-là conduit Israël vers l'abîme. Or, cette perspective-là, cette dynamique-là, cette stratégie de la gestion de la question palestinienne projette Israël devant l'insécurité permanente. Il faut comprendre que la question palestinienne n'est pas comme la question syrienne ou jordanienne ou irakienne ou même pas iranienne. La question palestinienne dure depuis un siècle. La question palestinienne concerne non seulement les Palestiniens, mais aussi les Arabes. Non seulement les Arabes, mais aussi plusieurs milliards de musulmans sur cette terre. Autrement dit, Israël ne pourra pas éternellement se comporter de cette manière-là. Gauthier ? Oui, je voulais revenir justement sur ce que vous disiez, et à juste titre, et c'est ces clivages de la société israélienne. Je crois qu'on ne dira, et ce n'est pas une justification, loin de là, mais je crois qu'on ne dira jamais assez ce qu'a provoqué le 7 octobre. C'est une fantastique régression de la société israélienne, y compris de ceux qui étaient en pointe dans le combat anti-Netanyahou. Parce que il y a ce qu'on a tous entendu, il y a ces militants ou même jeunes gens de Gaza ou du Hamas qui appelaient en disant « Je viens de tuer 10 juifs ». C'est pas 10 Israéliens, c'est 10 Juifs. On aurait pu penser, par exemple, que le Hamas, vous allez me dire, c'est pas forcément non plus l'idéal, mais que le Hamas saisirait, prendrait comme otage des soldats israéliens. Après tout, on pouvait dire, voilà le bras armé de l'oppression israélienne. Et puis, comme en Israël, tout le monde est plus ou moins soldat, et qu'on se connaît, et ça aurait été quelque chose qui aurait un impact. Là, il y a ces tueries qui font que même les Israéliens, qui sont le plus dans la réflexion par rapport à ce que doit être un État israélien, est-ce que c'est l'État des Juifs, comme a souvent dit Netanyahou ou ses acolytes d'extrême droite? Est-ce que ça doit être un État laïque? Bref, toutes les variantes possibles,
toutes ces personnes-là qui ont réfléchi ou qui voulaient y réfléchir se retrouvent tirées en arrière, tout simplement parce qu'on dit, voilà, le voisin d'ailleurs dont j'avais pas grand-chose à faire a été tué parce qu'il est juif et je suis juif. Et donc, de ce point de vue-là, il y a ce 7 octobre a conduit à une immense régression intellectuelle et sociale dont on ne sait pas comment Israël peut se relever, tout du moins, pardonnez-moi, j'en reviens toujours à la même chose, avec un pouvoir pareil, un gouvernement pareil. On rappelle, il y a aussi des militants pour la paix Bien sûr. Qui ont été tués le 7 octobre. Là-dessus, David Rigoulet-Rose, sur la régression qu'évoquait Gauthier Ribinski. Oui, mais c'est ce que j'évoquais tout à l'heure aussi sur le fait que l'idée d'un État palestinien, c'est-à-dire tous ceux qui avaient été dans la logique de négociation avant le 7 octobre, même eux, aujourd'hui, ne sont pas prêts dans l'immédiat, en tout cas, mais pour une bonne période, à réenvisager de négocier, effectivement, dans la perspective d'un État palestinien. Ça ne veut pas dire qu'ils valident toute la politique du gouvernement israélien. Et vous évoquez la Cisjordanie, la majorité des Israéliens ne sont pas dans la logique de l'annexion prônée par les deux ministres d'extrême droite, qui sont dans un messianisme politique, puisque la Cisjordanie est un territoire biblique du point de vue de ses ministres. Et théoriquement, la bande de Gaza ne fait pas partie des territoires bibliques. D'ailleurs, c'est pour ça que Ariel Sharon avait décidé d'évacuer la bande de Gaza. On s'en souvient, c'était un ministre du Likoud. Donc, mais les choses ont changé depuis, évidemment. En tout cas, ce qui est clair, c'est que les territoires sont à la fois liés et très distants. Justement du fait de ce statut particulier où il y a une annexion rampante effectivement de la Cisjordanie qui est favorisée par les ministres en question, et puis la situation de la bande de Gaza qui a été rasée par les combats, et donc l'enjeu pour le jour d'après, c'est ça, c'est quel statut va être défini, parce qu'il faut quand même une perspective minimale qui pour l'instant n'est formulée d'aucun côté. Quel statut pour quel territoire? Parce que vous l'avez rappelé rapidement, David Rigoulet-Rose, il y a cette opération militaire israélienne et depuis le 7 octobre, la colonisation qui est repartie de plus belle, si j'ose dire. Oui, parce que les deux ministres d'extrême droite ont pensé qu'il y avait une fenêtre d'opportunité pour justement pousser cette colonisation et une annexion rampante. Ça va très loin parce qu'on vous évoquait les tensions entre Palestiniens et évidemment les colons juifs, mais il y a aussi des tensions entre colons juifs et Tsahal. Il y a eu des affrontements violents de la part d'extrémistes juifs contre les militaires de Tsahal. Donc on voit à quel point c'est une situation qui est explosive. Et il y a aussi, je crois d'ailleurs, tension entre Palestiniens de Cisjordanie ces derniers mois. Je voudrais qu'on dise un mot de ce qui va se passer aujourd'hui à Bruxelles. Alors ça nous éloigne un peu théoriquement du Proche-Orient, mais vous allez voir, en fait, pas tant que ça. Le Conseil des affaires étrangères de l'Union se réunit, est convoqué plutôt aujourd'hui. Et la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qu'on entendait tout à l'heure, Gauthier, sur la situation en Ukraine, car il en sera question aujourd'hui, doit faire part de mesures potentielles que pourraient prendre les Européens dans le cadre de l'examen de l'article 2 de l'accord d'association entre l'Union et Israël, qui oblige toutes les parties à respecter les droits fondamentaux. Selon un rapport de la Commission européenne qui a été présenté à la fin du mois de juin, Israël aurait violé l'article 2 de cet accord d'association en matière de respect des droits de l'homme. On en revient à la question notamment du blocus de l'aide humanitaire. Pourquoi est-ce que ces mesures ont a priori assez peu de chances d'être adoptées par les Européens? Pourquoi est-ce que les Européens, il y a un tel tabou à propos des sanctions? Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que quand vous regardez l'histoire d'Israël et la manière dont les Européens ont réagi à des violations du droit international qui sont patentes, quelle que soit la manière dont on les considère, qu'elles soient justifiées ou non. Il y a d'une manière évidente, mais ça c'est d'une banalité affligeante, ce que je vais vous dire, c'est une forme de culpabilité en Europe sur ce qui est arrivé aux Juifs, c'est-à-dire la Shoah, et vous le voyez bien d'ailleurs, c'est l'Allemagne qui est souvent la plus présente pour défendre Israël, ce qui ne l'empêche pas de financer certains programmes palestiniens pour les Palestiniens. Mais il y a indubitablement cette culpabilité qui va même, je pense, au-delà du fait que pendant longtemps, on a considéré que Israël était la tête de pont occidentale et qu'au fond, il fallait s'appuyer sur eux. Là, il y a quelque chose, on le voit bien, par exemple, dans la dénonciation de ce qui se passe à Gaza, il y a une grande difficulté. Alors qu'au fond, ça n'est pas si compliqué que ça de dire que d'un côté, vous avez un pouvoir qui est à la dérive. Alors, je ne sais pas si c'est autoritaire, mais en tout
tout cas contre l'état de droit, et de l'autre côté, une organisation effectivement terroriste qui s'est attaquée de la manière que l'on sait aux Israéliens et aux Juifs en mentionnant ça de manière explicite. Donc il y a quelque chose qui doit permettre aussi d'avoir une attitude responsable dans ce conflit, mais c'est vrai que ça n'est pas possible encore, d'abord parce qu'on voit bien que ceux qui s'opposeraient aujourd'hui de manière frontale à Israël risquent de prendre, et pardonnez-moi, c'est moitié comique ce que je vais vous dire, mais des droits de douane encore plus forts, puisque c'est là-dessus que Donald Trump agit. Alors voilà, il y a cette peur-là aussi, qu'on ajoute à celle qui est issue de l'histoire. On découvrait... je précise sur les images qu'on voyait arriver le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui précisément arrivait à Bruxelles pour évoquer, entre autres, voilà, image en direct, la situation au Proche-Orient. Oui, depuis toujours, Israël justifie ses guerres contre les Palestiniens avec, bien évidemment, plusieurs récits dont la dimension éthique, la dimension morale est fortement mobilisée, n'est-ce pas, justifiée. Au nom de cette dimension morale, Israël mène ses guerres depuis 1948. Mais aujourd'hui, dans la guerre de Gaza, on constate que la dimension morale est fortement mise en cause à plusieurs échelles, dans plusieurs espaces. Et ensuite, le 7 octobre, il ne faut jamais oublier le 7 octobre. Avant le 7 octobre, déjà, dans les accords d'Abraham, la question palestinienne était totalement oubliée, n'est-ce pas? Et même les pays qui ont normalisé leurs relations avec Israël, dans le meilleur des cas, c'était à proposer quelques constructions, quelques aides financières, etc., aux Palestiniens. Personne parlait de la perspective d'un État palestinien ou pour proposer une solution viable au peuple. Le peuple palestinien, en tant que peuple, n'a jamais été... Et ensuite, le 7 octobre est passé par là. Le 7 octobre, il faut le dire, dans l'imaginaire collectif des Israéliens avec qui je discute régulièrement, est vécu comme le 12e Holocauste. Il faut le dire clairement. Et c'est la première fois depuis 1948, une armée arabe, quoi qu'on dise du Hamas, c'est une armée arabe, entre dans le territoire considéré comme israélien et mène une guerre et massacre 1200 Israéliens, pas seulement des soldats, comme vous l'avez dit, mais aussi des enfants, des femmes, des personnes retraitées, très, très âgées. Et donc, c'est un événement que je qualifie comme rupture. C'est une rupture. Je pense que nous avons besoin de plusieurs années, voire des décennies, pour que les Israéliens se remettent du 7 octobre. Pour revenir à ma question, David Rigoulet-Rose, pourquoi est-ce que les Européens, qui ont eu des mots quand même depuis 20 mois que dure cette guerre, pourquoi est-ce qu'ils ne sanctionnent pas les violations documentées des droits humains à Gaza en révisant d'une façon ou d'une autre cet accord d'association englué dans la culpabilité, comme l'évoquait Gauthier Ribinski à l'instant? Oui, alors vous évoquez cet accord d'association. Il est important parce qu'effectivement, Israël est le premier partenaire commercial. Enfin, l'Europe est le premier partenaire commercial d'Israël. Donc c'est important, mais en même temps, l'Europe est dans une logique elle a toujours été dans une logique de soft power. On évoquait à la fois l'aide aux Palestiniens et les accords commerciaux avec Israël, effectivement. Et puis, il y a la mémoire qui a été évoquée par Gauthier Ribinski. Ça explique les tensions au sein des Européens et les ajustements de position avec des pays qui sont en pointe dans les critiques, comme l'Espagne notamment, et d'autres qui sont beaucoup plus en arrière-plan, comme l'Allemagne, pour des raisons évidentes. L'Autriche aussi, d'ailleurs, n'échappe pas à la règle. Et puis, il y a des ajustements d'autres pays, comme la France, qui est dans une espèce de position d'équilibre souvent instable. Donc, de toute façon, cet accord, c'était surtout le fait d'évoquer une remise en cause. Ce n'était pas une remise en cause de l'accord lui-même, mais c'était un marqueur politique de montrer qu'il y avait effectivement, de la part des Européens, une inquiétude profonde et une désapprobation, à défaut d'une condamnation explicite de ce qui se passe, effectivement, à Gaza. Même si il est évidemment peu probable que l'accord en question puisse être remis clairement en cause, parce qu'il y aura des obstructions de la part de certains pays, dont ceux que j'évoquais. Mais ce n'est pas anodin quand même. Ça veut dire qu'il y a effectivement un message qui est envoyé au gouvernement israélien. Alors on va dire qu'il n'en tiendra pas compte, sans doute, mais en même temps, c'est quand même jamais anodin. La France, pour conclure, David Rigoulet-Rose, qui a remis au calendes grec la reconnaissance d'un État palestinien, qui était prévu, je le rappelle, quelques jours avant que ne commence l'offensive israélienne sur la République islamique d'Iran.
Oui, c'était un projet, on va dire, franco-saoudien qui avait été effectivement formaté notamment entre Riyad et Paris, qui ne recevait pas un enthousiasme évident de nombreux acteurs, y compris de la région d'ailleurs, pour des raisons diverses et variées. Mais du coup, le lancement de l'opération effectivement sur l'Iran a permis entre guillemets de différer ce qui était présenté comme quelque chose qui n'était pas assuré d'un plein succès, dans l'immédiat en tout cas. Voilà, on en reparlera évidemment. Merci infiniment David Rigoulet-Rose d'avoir participé à distance à cette discussion. Adel Bakawan, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La décomposition du Moyen-Orient, 3 ruptures qui ont fait basculer l'histoire, qui est sorti chez Talendier. Gauthier Rybinski, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez, chroniqueur international de la rédaction. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure pour la suite de ce rendez-vous d'info. À tout à l'heure. Yes.